Un très, très grand merci à vous. Je viens de la province parisienne, d'un pays qui est assez difficile à réformer et qui est aujourd'hui dans les ennuis. Et il y a deux grands partis politiques français, le Parti socialiste d'un côté et le parti de centre-droit, le Parti des Républicains, qui sont complètement dans les choux et qui sont dans une problématique de refondation et de renaissance encore bien plus dramatique que la vôtre. Et donc, quand on est dans une problématique de refondation, en général, on fait des conférences thématiques, des colloques thématiques sur les sujets qui sont importants, la pauvreté, l'écologie, la solidarité, les retraites, que sais-je encore. Et on essaye de réfléchir thème par thème pour refonder un programme. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est réfléchir avec vous et devant vous sur la question de la coupure entre la classe politique et puis les citoyens. Et je pense que cette coupure entre la classe politique et les citoyens, elle a beaucoup de raisons. Il y a aussi la corruption, il faut bien le dire. On a eu en France un certain nombre de scandales. Quand le patron de la lutte contre la corruption fiscale était le ministre de la Fiscalité, c'était un peu gênant puisqu'il avait un compte en Suisse et que c'est sorti. Donc évidemment, ça plombe un peu la vie politique. Et puis il y en a eu d'autres avant et après, donc ça fait partie du jeu. Mais si on parle sérieusement, les hommes politiques ne sont pas plus pourris que la moyenne des autres corporations, c'est pas vrai, c'est pas ça le sujet majeur. Le sujet majeur, à mon avis, il est double, et j'y attaque directement. La première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est la question de la mondialisation. Je vous le dis très rapidement, mais je pourrais y consacrer un séminaire d'une année à la Sorbonne. Le marché est devenu mondial, et les politiques sont restées locales. Il y a une politique belge, il y a une politique allemande, il y a une politique française, espagnole, italienne, américaine, brésilienne, etc. Mais le marché, lui, il est devenu mondial. Les grandes entreprises mondiales, les GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, et puis les équivalents chinois dont on ne parle pas assez, mais qui sont maintenant plus puissants que les Américains, les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, sont aujourd'hui beaucoup plus puissants et beaucoup plus riches que les États. Si vous prenez la capitalisation en bourse des GAFAMI, c'est en gros 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 4 fois le PIB de la France. Donc vous avez là des entreprises absolument gigantesques. Facebook, c'est 2,5 milliards de followers, d'adhérents, qui sont beaucoup plus puissantes que des États. Et donc des petits États comme la Belgique ou la France n'embrayent pas sur le cours du monde, d'où le sentiment de l'impuissance publique par rapport au global. Encore une fois, le marché est devenu mondial, les politiques sont restées locales, et ça fait signe vers l'Europe. La grande question politique aujourd'hui, c'est comment reprendre la main sur le cours du monde qui nous échappe. Comment retrouver la main, à quel niveau et pourquoi faire? Question du pouvoir et question du sens. Je laisse ça de côté, mais c'est le grand sujet. Encore une fois, cette coupure entre les politiques nationales, les politiques nationales sont locales, et la politique mondiale. On a besoin d'instances plus puissantes que les États. Et pour nous, évidemment, vieux Européens, c'est au niveau de l'Union européenne que le problème se joue. Le problème, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est complètement, elle aussi, dans les choux. Pourquoi? Je vous le dis très vite. Moi, je suis très pro-européen, je suis même fédéraliste, mais pas à 28. À 10 ou 12. Et je vous dis pourquoi l'Europe est dans les choux. L'Europe est dans les choux parce que quand on fait le traité de Maastricht en 1993, et moi je suis pour la monnaie unique, mais quand on fait le traité de Maastricht en 1993, et puis on l'appliquera 7 ans plus tard, eh bien quand on fait cette fichue monnaie unique, eh bien on oublie qu'on autorise en même temps le dumping fiscal et le dumping social. Pour vous donner un seul exemple, l'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Google ou Uber, qui sont des sociétés américaines, aillent payer leur impôt ailleurs qu'en Irlande? Donc on a organisé la désunion européenne. On a fait exploser l'Union européenne, parce que c'est du chacun pour soi aujourd'hui. On a autorisé le dumping social et le dumping fiscal, d'où l'impossibilité de reprendre la main sur le cours du monde aujourd'hui, un cours du monde qui nous échappe quasi totalement. Et ce n'est pas pour rien qu'un type comme Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, rêve de devenir un jour le président politique, le président des États-Unis le plus puissant du monde. La deuxième raison, je laisse ça de côté, mais voyez, là on a une configuration de questions qui sont absolument cruciales. Comment reprendre la main sur le cours du monde qui nous échappe très largement aujourd'hui? Et tant qu'on ne reprendra pas la main, eh bien, nos concitoyens auront le sentiment que les politiques sont incapables de résoudre le problème des inégalités, de la pauvreté, du chômage, des retraites, etc. D'où le sentiment que la politique ne sert à rien.
Et c'est largement lié, encore une fois, à cette problématique de la mondialisation que je viens d'évoquer. La deuxième raison, je voudrais en parler un peu plus longtemps, mais je ne veux pas parler trop longtemps, parce qu'après, les jeunes gens, ils sont quand même très jeunes, malgré la barbe blanche, vont venir m'interrompre, et enfin, faites-le quand même. Et je vais prendre un petit peu plus longtemps que ce que je vous avais dit. J'essaie de désamorcer le truc tout de suite, mais bon. En fait, nous vivons une troisième révolution industrielle. Ne dites pas quatrième, c'est idiot, il n'y en a que trois, qui est la révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et cette troisième révolution industrielle, elle va changer le monde davantage dans les 50 ans qui viennent que dans les 5000 ans qui précèdent. Elle est en train de tout changer, elle est déjà là. Je travaille là-dessus depuis 10 ans. J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands acteurs de l'intelligence artificielle dans le monde, notamment Yann LeCun, qui est le patron de l'IA chez Facebook, qui est un type génial, qui a inventé ce qu'on appelle le deep learning. C'est un sujet absolument passionnant, mais en même temps très bouleversant à proprement parler. Cette troisième révolution industrielle, elle a trois retombées majeures qui sont en train de bouleverser nos vies. Et si les partis politiques ne s'y intéressent pas, on est mort. Nous, la vieille Europe. Que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique ou autre, on est carbonisé, parce que pour l'instant, cette troisième révolution industrielle, elle est entièrement américaine et chinoise. Et nous, nous ne sommes que des sous-traitants, on devient des colonisés par rapport à l'Amérique et par rapport à la Chine, par rapport à ces immenses oligopoles dont je viens de citer les noms. Cette troisième révolution industrielle, pour que vous la compreniez bien, je vous dis qu'elle a trois retombées majeures. Elle touche tous les secteurs de la vie humaine. La première retombée, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Le vrai modèle, plus encore que Uber, c'est Airbnb. On a avec Airbnb, vous pouvez mettre un morceau de votre appartement ou votre maison sur le marché via une application qui est dans votre smartphone. Airbnb, donc, c'est cette possibilité que vous avez en arrivant n'importe où. Vous arrivez à Mexico, où j'étais il y a 3 jours, vous arrivez en Inde, aux États-Unis, à Londres, à Berlin, et vous pouvez, plutôt que d'aller à l'hôtel, vous pouvez prendre un Airbnb, c'est-à-dire une chambre chez un particulier. Comment ça fonctionne, Airbnb? Airbnb, ça fonctionne avec 3 innovations. 1, l'intelligence artificielle, qui gère d'énormes masses de données, des milliards de données, en temps réel, sur un capteur, un objet connecté qui est dans votre smartphone. 3 innovations liées directement à la troisième révolution industrielle. Intelligence artificielle, big data, Internet des objets. Vous arrivez encore une fois n'importe où dans le monde et vous avez un Airbnb plutôt qu'un hôtel. Généralement, c'est très sympathique et c'est moins cher que l'hôtel. Quelle est la vraie innovation dans l'économie collaborative, que ce soit avec Uber ou que ce soit avec Airbnb? La véritable innovation, indépendamment des 3 innovations techniques que je viens d'évoquer, la véritable innovation, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, écoutez bien ça parce que ça change tout, des non-professionnels peuvent concurrencer les professionnels de la profession. Chez Airbnb, moi je les connais très bien, à Paris c'est 25 gamins qui gèrent l'application. Chez Airbnb, il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a pas de maître d'hôtel, il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas d'hôtelier. Aucun des métiers de l'hôtellerie n'est présent. C'est juste des gamins qui gèrent une application d'intelligence artificielle. Évidemment, on parle d'économie collaborative. Le mot est trompeur. Demandez aux taxistes qui pensent de Uber, les réponses sont rarement collaboratives. Demandez aux hôteliers ce qu'ils pensent d'Airbnb, les réponses sont rarement collaboratives. Que disent les hôteliers? Les hôteliers disent « c'est un scandale, nous on a des normes incendie, des normes handicap, des réglementations, des salariés, des charges sociales, 1000 choses qui pèsent sur nous. Vous les particuliers, vous n'avez pas ces charges qui pèsent sur vous, c'est de la concurrence déloyale. » 15% de baisse de consommation dans l'hôtellerie française à cause d'Airbnb. Les hôteliers sont foudrage. Très intéressant parce que pour les politiques, c'était des conflits difficiles à régler. C'est ce que les Grecs appelaient le tragique. Ce que les Grecs appelaient le tragique, c'est des conflits très particuliers qui sont des conflits non pas entre des bons et des méchants, mais des conflits entre des bons et des bons, entre des légitimités équivalentes. Et là, vous avez affaire à ça. Les hôteliers ont raison de dire concurrence déloyale. Mais demandez aux particuliers ce qu'ils en pensent. Ils vont dire « foutez-nous la paix ». Le petit est au chômage, on a une chambre de libre, on n'a pas beaucoup d'argent, laissez-nous nous organiser entre particuliers pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Les 2 argumentations sont bonnes. Les hôteliers ont raison, les particuliers ont raison. Et donc vous avez des conflits qui sont très difficiles à résoudre pour les hommes politiques parce que ce sont des conflits pas faciles parce qu'il n'y a pas de bons et de méchants. Tout le monde a raison dans cette affaire. Et donc on a une économie qui se met en place, qui est très conflictuelle.
Le modèle économique est très sournois, si je puis dire, très caché. Je vous donne le modèle économique parce qu'il est en train de changer le monde. Quand vous naviguez sur Google, imaginez que vous vouliez changer de bagnole ou vous êtes sur Amazon, vous voulez acheter un smartphone ou un chargeur d'iPhone, vous naviguez sur Google, sur Amazon, bref, vous naviguez sur la toile. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le prix Nobel d'économie Jean Tirole a analysé de manière géniale en disant c'est de l'économie bifront, biface. Écoutez bien ça parce que c'est le modèle de cette troisième révolution industrielle, le modèle économique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Vous naviguez, c'est gratuit. Vous êtes sur Google, vous êtes sur la toile, il n'y a pas un compteur qui se met en marche comme dans un taxi. Vous naviguez gratuitement. Vous laissez des traces. Vos historiques de navigation sont récupérés par Google, qui les revend à des entreprises pour cibler la publicité. Pour les entreprises, c'est payant. Gratuit pour vous, payant pour les entreprises. Économie biface. Vous naviguez, si vous n'êtes pas en forme pour changer de bagnole, vous naviguez sur Renault, Citroën ou Peugeot. Si ça va mieux, vous êtes chez Mercedes ou Audi. Vous recevez une pub de BMW et de Alfa Romeo dans le quart d'heure. C'est fait par algorithme, par intelligence artificielle automatique. Je vous donne le chiffre, fascinant. Google a gagné en 2018 100 milliards de dollars, 100 milliards, pas 100 millions, 100 milliards de dollars, juste en revendant nos historiques de navigation à des entreprises pour cibler la publicité. Le RGPD, le Règlement général de protection des données, est à peu près la pire connerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'Europe parce que c'est la ligne Maginot. Comme les sites sont tous européens, Twitter, Facebook, Google, Apple, Amazon, tout est américain, pardon, lapsus, comme aucun site n'est européen, c'est la ligne Maginot, ça passe à travers, et de toute façon, Google ramasse, ou Amazon, ou Facebook, ou Twitter, ou Instagram, qui appartient d'ailleurs à Facebook, ramasse vos historiques de navigation et les revend à des entreprises pour cibler la publicité. C'est le modèle économique de cette troisième révolution industrielle. La deuxième révolution, elle est passionnante et je vous en parle parce qu'elle va avoir un impact social énorme sur le monde du travail. C'est la révolution de la mobilité. Contrairement à ce que je lis partout dans la presse, la voiture autonome, elle est techniquement au point. Dans Paris, qui est une ville compliquée, il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a des scooters, il y a des motos, il y a des gens teigneux, tout ça est difficile. Il y a des feux rouges, il y a des pieds... compliqué. J'ai essayé la voiture autonome de Valeo dans Paris, une voiture ordinaire, une voiture de série. Pour la rendre autonome, le prix c'est 5 000 €, c'est pas énorme. Je ne vais pas vous développer la technique, mais la technique est très simple en vérité. J'ai fait 5 km dans Paris sans toucher une seule fois le volant. C'est quand même très impressionnant. Elle conduit très bien. Elle accélère doucement, elle freine doucement, elle se pousse pour laisser passer les motos ou les scooters. Elle est vraiment très étonnante. Le seul endroit où elle ne peut pas passer, c'est la place de l'Étoile parce qu'elle respecte le code de la route. Donc elle attend 4 heures du matin parce que... Mais c'est un problème qui sera réglé quand les voitures seront interconnectées. C'est un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera sur le marché dans 10 ans, parce qu'il y a une question malgré tout de coût. 5 000 € pour une petite voiture, c'est quand même pas rien. Et puis, peut-être que les constructeurs préféreront aller vers la voiture électrique plutôt que vers la voiture autonome tout de suite. C'est une question de temps. Mais l'impact sur le monde du travail est estimé, quand vous allez au CES à Las Vegas, donc ce grand congrès des nouvelles technologies, le plus grand congrès mondial des nouvelles technologies, eh bien, c'est très important. On est transporté dans la ville par des voitures autonomes, sans volant. Ça n'a que des avantages. Plus de permis de conduire, plus de limitation de vitesse à 80 km/h pour mettre les gilets jaunes dans la rue, plus d'alcoolisme au volant en Bretagne ou ailleurs, enfin bon. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'on lui a retiré le volant, ce qui est beaucoup plus sûr. Mais bon, je peux dire dans le Nord, dans le Var, à Paris, on est très bon partout en France pour ça. Mais j'aime bien rigoler avec la Bretagne, que je connais bien, que j'adore. C'est pas méchant, mais bon. Plus de parking dans les villes, les voitures vont se garer toutes seules. Donc, c'est vraiment une révolution. Et surtout, impact sur le monde du travail. Impact énorme sur le monde du travail. On estime, je vous disais aux États-Unis, que c'est 3 millions d'emplois qui seront impactés parce que cette voiture autonome, elle fonctionne beaucoup plus facilement pour le train, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Pour l'avion, c'est beaucoup plus facile, mais aussi pour le camion. Vous avez maintenant des trains de camions, de 6 camions qui se suivent avec un seul chauffeur au volant. Et ça aura un impact de 3 millions d'emplois dans les 15 ans qui viennent aux États-Unis. D'où la problématique qui est apparue chez un futurologue qui s'appelle Jeremy Rifkin, que je considère comme un imposteur complet, mais peu importe, la fin du travail. Je ne crois pas du tout à la fin du travail.
Il n'y aura jamais de fin du travail. Mais le problème qu'on aura en Europe, c'est un problème de transition entre des métiers qui seront impactés par l'intelligence artificielle, comme le métier de chauffeur de camion ou de bus dans les villes, parce que c'est là que l'autonome s'installera le plus vite, et puis des métiers nouveaux qui apparaîtront. Vous ne transformerez pas le chauffeur de bus en data scientist dans le quart d'heure. Pas plus que la petite dame ou le petit garçon ou le petit jeune homme qui perd son emploi parce que dans un supermarché, il est remplacé par une machine, un robot d'intelligence artificielle, une caisse électronique, comme on dit, vous ne le transformerez pas en mathématicien dans le quart d'heure. Donc le problème qu'on aura, c'est un problème de transition entre des métiers impactés et des métiers nouveaux, donc un problème de formation professionnelle absolument considérable. Si j'étais encore ministre de l'Éducation, ce serait mon sujet numéro 1, comment rendre nos enfants complémentaires du monde qui vient ? Surtout pas aller vers l'allocation universelle. Alors je sais que vous avez ici un grand théoricien de l'allocation universelle, du RUB, revenu universel de base. Mon frère qui enseignait à l'ULB, a écrit, je crois, le premier livre sur l'allocation universelle. C'est un grand sujet de dispute dans les familles. Je suis à fond contre. Ça devrait être interdit au même titre que l'inceste ou le viol. C'est une catastrophe absolue. L'allocation universelle, vous auriez à terme 70% de vos concitoyens qui seraient à quoi ? 800 € par mois, qui deviendraient alcooliques et pleins de ressentiments. Le modèle, c'est le modèle des dames patronesses du 19e siècle. Les partisans vous disent « Ah oui, ils feront un peu d'écologie, ils s'occuperont de la pauvreté. » Mais enfin, c'est ridicule. Ce n'est pas des dames patronesses du 19e siècle en Angleterre ou aux États-Unis. Et puis vous aurez 30% de types qui rouleront en Porsche et qui considéreront rapidement que les autres sont des parasites. Ce serait la catastrophe absolue. Le grand sujet, c'est surtout pas, là pour le coup Mélenchon avait raison, c'est une trappe à pauvres. C'est surtout pas d'aller vers le RUB et l'allocation universelle, mais c'est encore une fois comment rendre nos enfants et nous-mêmes complémentaires du monde de l'intelligence artificielle. Et je vous donne la clé, mais très rapidement, je n'ai pas le temps, mais c'est génial comme problématique, j'y suis pour rien. Les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main, l'intelligence, le savoir-faire manuel et puis les relations humaines, l'affectivité, sont des métiers qui ne disparaîtront jamais. La machine ne sait pas faire. Autrement dit, cuisinier, jardinier, infirmière, ça ne disparaîtra pas. Le spécialiste, le radiologue disparaîtra bien avant le généraliste en médecine et le généraliste disparaîtra bien avant l'infirmière. Pour piquer le cul de quelqu'un en lui disant que ça ne lui fera pas mal, ce qui est évidemment un mensonge, il faut un humain. La machine n'est pas bonne pour faire ça, et si possible une humaine en ce qui me concerne. Chacun. La troisième retombée, elle est très importante, c'est celle qui va changer le plus nos vies. C'est la question, il est commencé à quelle heure, monsieur le censeur ? À 30. Ben ça va, c'est parfait. La troisième retombée, c'est celle qui m'intéresse le plus, elle va changer nos vies perso, c'est ça qui va tout changer. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, les biotechnologies, c'est le secteur qui se développe le plus aujourd'hui et je suis obligé d'aller très vite mais de corriger les idées stupides que je lis un peu partout et pas seulement dans la presse sur la question du transhumanisme. Le transhumanisme est un projet qui apparaît il y a une trentaine d'années aux États-Unis, qui est financé à coût de milliards de dollars par les GAFA et par les BATX chinois, et donc c'est un projet qui repose sur 3 idées qui n'ont rien à voir avec l'eugénisme hitlérien, comme on le dit dans un certain nombre de livres à succès aujourd'hui, mais qui sont complètement délirants. Ces 3 idées qu'on peut discuter, mais que je trouve tout à fait passionnantes, en vérité. La première idée, c'est que quand on invente la médecine, il y a des siècles et des siècles, les Arabes, les Grecs, les Chinois, on ne sait pas trop, la médecine, elle a jusque dans les années 80 un seul modèle qui est le modèle thérapeutique. On appelle le médecin quand on s'est cassé la gueule, quand on est malade, il est là pour réparer et pour soigner. Ce que disent les transhumanistes, c'est qu'on a toujours besoin de soins. Moi, j'ai fait 3 ans de biologie du cancer. Il y a eu 157 000 morts du cancer cette année en France. On a toujours besoin de soigner. Et ça progresse très bien. Les immunos, c'est génial. Mais on a quand même toujours besoin de soigner. Ce que disent les transhumanistes, c'est qu'on n'en a pas fini avec le soin, mais qu'on peut rajouter une couche à la médecine thérapeutique traditionnelle, une couche augmentative. Au fond, faire pour l'être humain ce qu'on fait pour un grain de maïs OGM quand on le rend résistant aux inondations au Vietnam ou à la sécheresse en Afrique. Augmenter l'espèce humaine. Alors quand on dit ça, ça y est, tout de suite, les anti-transhumanistes entrent en transe et disent ça y est, c'est Hitler, on va fabriquer des bébés aux cheveux blonds avec une croix gammée inscrite sur le front dès l'âge de 6 mois, on va fabriquer des surhommes nietzschéens. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, deuxième idée, d'augmenter simplement la longévité
de lutter contre la vieillesse. Il s'agit de faire vivre les gens en bonne santé 120 ou 130 ans assez rapidement. Pas fabriquer des vieillards. Il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de vieux cons gâteux en fauteuil roulant, ce qui serait moyennement intéressant, mais il s'agit de ralentir la vieillesse et la mort, si je puis dire, et donc de fabriquer une humanité qui aurait la possibilité éventuellement d'être moins bête, moins sauvage, moins cruelle et moins stupide qu'elle ne l'a été au XXe siècle. Quand vous regardez le XXe siècle, les génocides, ça commence avec les Hereros en Namibie en 1905, les Allemands se faisaient déjà la main, et puis ça continue, c'est sans fin. C'est 10 ans par 10 ans, vous avez génocide sur génocide, jusqu'au Hutu et au Tutsi, en passant par le Cambodge. J'y étais il y a 3 semaines, c'est abominable. Et ça continue quasiment sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un siècle abominable, et l'idée c'est de permettre éventuellement à l'humanité, en vivant plus longtemps, d'être moins bête. C'est une hypothèse optimiste, c'est évidemment pas garanti, mais l'idée c'est qu'on pourrait fabriquer une humanité qui aurait la possibilité en tout cas d'élargir l'horizon, comme disait le vieux Kant. Je laisse ça de côté. Il y a quand même un poème de Victor Hugo, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer parce qu'il est sublime, je vous le conseille, c'est Beaux endormis dans la légende des siècles. Victor Hugo doit avoir déjà 57-58 ans, il est à Guernesey, il est exilé, et il écrit ce poème, donc il court après tout ce qui porte un jupon, comme on sait, et il écrit ce poème parce qu'il est fasciné par ce personnage de Bose, qui est un personnage de la Bible, comme vous savez, qui épouse une jeune femme, il doit avoir pas loin de 100 ans, quand il se marie avec une jeune femme qui s'appelle Ruth, une Moabite ravissante, qui doit avoir 18 ou 19 ans, et il va avoir une grande descendance avec elle. Donc évidemment, ça fascine Hugo. Et il écrit ces 8 vers qui sont un éloge de la longévité. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes, regardez Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Si j'avais le temps, je vous commenterais ces métaphores, lumière, grandeur, jeunesse, flamme. Mais ce que veut dire Hugo, c'est que l'âge est la seule chose qui nous permette l'expérience, tout simplement. On peut être génial à 18 ans, être champion du monde d'échecs ou de mathématiques, mais quand on a des enfants, ce qui est l'expérience la plus bête et la plus banale du monde, ces petits êtres vous arrachent des sentiments dont on ignorait tout avant de les avoir. Par exemple, exemple entre mille. Et donc cet élargissement de l'horizon, il est lié évidemment à la longévité. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, je vous renvoie à une conférence d'un de mes amis qui s'appelle Jean-Marc Lemaître, une TED conférence, ça dure un quart d'heure, c'est absolument génial, qui est un très grand biologiste français et qui montre comment depuis simplement 2016-2017, on a réussi à inverser le processus de vieillissement cellulaire. Je ne peux pas développer ça ici, ce serait trop long, mais je vous conseille d'aller voir cette TED conférence. Jean-Marc Lemaître, vous tapez Jean-Marc Lemaître, longévité, vieillesse, et vous trouverez cette conférence qui est absolument géniale et qui montre comment, en effet, on se dirige vers une humanité qui vivra 120-130 ans en très bonne santé physique et psychique très rapidement. Mes filles vivront 130 ans si elles ne passent pas sous un autobus, ou qu'elles n'explosent pas dans un avion, ou qu'elles n'ont pas un très mauvais cancer qui reste encore aujourd'hui une saloperie. La troisième idée, je m'arrêterai avec ça. Enfin, j'aurai juste une conclusion après. Première idée, mais non, j'essaie de les contenir un peu. Troisième idée, donc première idée, une médecine de l'augmentation. Deuxième idée, augmenter quoi? Non pas fabriquer un surhomme nietzschéen, mais augmenter la longévité humaine. Fabriquer, au fond, donner une chance au fameux proverbe si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, c'est ça l'idée, et ce n'est pas une idée absurde. Et la troisième idée, c'est que la nature n'est pas sacrée. Je me suis empaillé avec Sens commun Manif pour tous sur la question du mariage gay. J'aurais dit, pour des raisons religieuses, moi je ne suis pas croyant, je peux vous suivre, je comprends que vous soyez hostile au mariage gay, mais ne prenez pas cet argument de débile mental qui consiste à dire que la nature est un modèle moral. La nature n'est pas un modèle moral. La nature, c'est Darwin. La nature, c'est l'élimination des faibles, des handicapés, des vieux, des fous, des enfants. L'antilope qui a une patte cassée, c'est celle qui est bouffée en premier par le lion. Darwin a raison. Tout ce qu'on a construit de grandiose dans l'État-providence depuis le XIXe siècle, y compris les retraites, y compris les antibiotiques, la médecine moderne, la protection des faibles, des fous, des handicapés, tout ça n'est pas naturel, tout ça est antinaturel. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. Quand tu es poursuivi par le lion, il est inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Celui-là, je l'adore. Il me plaît beaucoup. J'aime bien parce que, en une phrase, tout Darwin est là. Si le voisin est vieux, handicapé, malade, c'est tout bénéfice.
C'est ça la nature. Et donc, encore une fois, la nature n'est pas un modèle naturel, un modèle moral, je veux dire. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, je suis très pour l'écologie, mais pas l'écologie naturaliste. La nature n'est pas un modèle moral, encore une fois. Nous choisissons, nous les humains, ce que nous aimons dans la nature et ce que nous combattons dans la nature. On aime les îles grecques quand il n'y a pas trop de monde, mais on n'aime pas le virus du sida ou de la grippe. Et donc, on prend des antibiotiques, ou pour les virus, c'est inutile. Mais enfin, on lutte en tout cas contre un certain nombre de saloperies naturelles. Et donc, la nature, encore une fois, c'est nous qui choisissons en elle ce que nous aimons. J'adore mon petit chat, mais je n'aime pas le virus de la grippe. Et donc, on a là un nouvel humanisme, si je puis dire, qui est antinaturaliste, très important. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi repenser complètement la problématique de l'écologie dans cette perspective-là. Je suis très pour l'écologie, mais pas celle des effondristes ou des collapsologues. Donc on a là, vous voyez, 3 idées qui sont, je pense, intéressantes et qui vont bouleverser nos vies, qui vont changer la vie de nos enfants de manière très considérable. La question des retraites en particulier se posera autrement quand on aura évidemment une longévité aussi grande. Je vous signale quand même que depuis 1900, les vieux Européens que nous sommes, que ça vaut pour la France comme pour l'Allemagne ou la Belgique, nous avons pris 40 ans d'espérance de vie depuis 1900. Donc il est évident que déjà, les problématiques sociales ne se posent pas dans les mêmes termes, en particulier celle des retraites, dans les mêmes termes qu'il y a un siècle ou un siècle et demi. Je termine avec ça. Je pense que la grande question, mes amis, c'est comment, pour les politiques, et pour que les politiques retrouvent du crédit par rapport aux citoyens, qui soient crédibles, c'est la question du pouvoir et la question du sens. J'y reviens en conclusion, mais j'ai terminé. La question du pouvoir, encore une fois, c'est comment reprendre la main, comment réembrayer sur un cours du monde qui nous échappe aujourd'hui quasi totalement. Quand on est homme politique national, on mesure à quel point les questions économiques, budgétaires dépendent du mondial. Les questions financières dépendent du mondial, les questions écologiques dépendent du mondial, la question même de la pauvreté, très largement du mondial aussi. Et donc on s'aperçoit que pratiquement toutes les questions politiques sont mondialisées, d'où la problématique européenne qui devient absolument centrale. Et donc la problématique du sens, c'est quoi ? Je pense que la civilisation européenne, et ce n'est pas désobligeant pour les autres, il y a des civilisations indiennes, chinoises, cambodgiennes absolument géniales. Les Chinois étaient des gens civilisés, avaient une culture extraordinaire quand on courait encore à poil dans les bois en Europe. Et donc ce n'est pas du tout mépris de la culture des autres civilisations. Mais la civilisation européenne, elle est quand même géniale entre toutes. Pourquoi ? Elle est grecque. Les Grecs inventent la démocratie, même si elle n'est pas parfaite chez eux. Elle est juive. Les Juifs n'inventent pas seulement le monothéisme, les Juifs inventent l'histoire asymptotique, c'est-à-dire l'histoire qui va indéfiniment vers le mieux. Elle est chrétienne, merveilleuse philosophie de l'amour. Elle est scientifique, la révolution des Lumières. Ça fait déjà 4 piliers qui ne sont pas négligeables. Et puis elle est droit de l'homiste et démocratique, y compris égalité homme-femme. Ça fait 5 idées géniales dans la tradition européenne qu'on n'a pas intérêt à perdre aujourd'hui. L'Europe, c'est à la fois le lieu de la reprise du pouvoir et c'est le lieu du sens. Voilà pourquoi c'est absolument navrant qu'avec ce traité de Maastricht qui maintient le dumping social et fiscal, on fasse exploser le système européen. C'est la grande catastrophe. Je suis donc pour une Europe d'abord à 10 ou 12. On ne peut pas renier les pays de l'Est, ils sont là. Mais je suis pour un nouveau traité de Rome. On ne sort pas de l'Europe, on crée quelque chose de nouveau, sans renier les autres, ce qu'on ne peut pas faire, et puis ce serait désobligeant. Mais je suis pour un nouveau traité de Rome, un nouveau traité intergouvernemental, qui pourrait être un traité de Bruxelles d'ailleurs, eh bien un traité donc intergouvernemental avec à 10 ou 12, les vieux pays de l'Europe de l'Ouest, avec une obligation d'harmonisation fiscale, alors surtout pas sur le modèle français, sinon il n'y aurait personne, mais une harmonisation fiscale et sociale. Et évidemment, on ne rejette pas la Pologne ou la Hongrie, on leur dit vous rentrez chez nous, mais quand vous acceptez les règles. Et c'est le seul moyen de faire vivre la civilisation européenne dont les 5 piliers que je viens évoquer sont tout sauf négligeables. Donc si j'étais encore en politique, j'aurais deux sujets. Un sujet global, celui que je viens d'évoquer, comment relancer l'Europe comme lieu de pouvoir et comme lieu de sens. Et puis le deuxième sujet serait comment rendre nos enfants complémentaires, et nous-mêmes d'ailleurs, de cette 3e révolution industrielle qui est en train de changer la donne complètement. Merci de votre attention. Merci à vous également, Monsieur Ferry. Merci beaucoup. Je pense que la prise de parole de M. Ferry, elle est illustrative, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été invité, de l'ambition que l'on veut mettre au cœur de la refondation. La question, ce n'était pas de savoir ce que M. Ferry allait dire.
Je l'ai découvert d'ailleurs en même temps que vous. La question n'est pas de savoir si on était d'accord avec les propos qu'il a tenus. L'enjeu, c'est la liberté de ton, c'est l'ouverture des débats. C'est de pouvoir aussi être un peu bousculé. Parce que finalement, faire défiler uniquement dans nos congrès, dans nos sections locales, des gens qui partagent déjà tous la même conviction que nous, c'est un peu d'intérêt, sauf se rassurer, être dans l'entre-soi. Finalement, ne pas prendre de risques ou manquer de courage.